Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Cet après-midi, nous allons parler de jeunesse, de confiance et de ce sentiment exprimé par trop de jeunes Français d'être tenus à distance des décisions qui les concernent. Mon invité est Jean-Baptiste de Châtillon, directeur général de la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui accompagne chaque année plus de 40 000 jeunes et 9 000 familles. Et qui publie cette semaine un baromètre saisissant. 7 jeunes sur 10 se sentent citoyens de seconde zone. Mais avant cela, comme chaque semaine, mon édito, et je vous propose de nous engager pour redonner aux jeunes le sentiment d'exister. Et pour ce faire, il faudrait accepter de regarder en face une vérité que notre société contourne depuis trop longtemps. Une partie de notre jeunesse ne se sent plus considérée. Elle ne se sent plus attendue, ni même reconnue. Elle avance dans un pays où elle a l'impression de n'avoir qu'une place secondaire, comme si son énergie, ses intuitions, ce qu'elle traverse, ce qu'elle observe et ce qu'elle ressent en tant que jeune avaient moins de valeur que les certitudes des adultes qui prétendent décider pour elle. Le baromètre publié par la Fondation des Apprentis d'Auteuil sur les jeunes de 16 à 25 ans le dit avec une précision troublante. 7 sur 10 d'entre eux se perçoivent comme des citoyens de seconde zone. 4 sur 10 affirment que leurs paroles ne changent rien, même dans l'école, ce premier espace où devrait se construire la confiance démocratique. Lorsqu'ils regardent vers les institutions, ils les jugent déconnectés de leur réalité. Et 79% d'entre eux ont le sentiment d'être instrumentalisés par des élus. Et ce sentiment d'invisibilité n'épargne personne, ni les jeunes des zones rurales dont 72% disent être caricaturés, ni les jeunes en difficulté qui se sentent absents du débat, ni ceux qui oscillent entre précarité matérielle, incertitude professionnelle et anxiété quotidienne. La société parle d'eux, mais rarement avec eux. Elle les observe, mais elle ne les regarde pas. Elle projette, mais elle n'écoute pas. Ce baromètre révèle aussi autre chose, une conscience civique bien plus affûtée qu'on ne l'imagine. Contrairement à ce que l'on répète trop souvent, les jeunes ne sont pas désengagés. 64% disent vouloir voter aux prochaines municipales, preuve que l'envie d'agir est là. Ils expriment des avis, des attentes, des propositions. Ils regardent la vie publique avec attention et parfois même avec une maturité que beaucoup d'adultes leur dénient encore. Le baromètre révèle aussi une intelligence collective. Les jeunes comprennent les mécanismes sociaux qui les enferment. Les représentations caricaturales qui pèsent sur certains territoires, l'invisibilité qui frappe les jeunes en difficulté telles que l'emploi, le logement, la santé mentale, la simple possibilité de se projeter. Ils voient comment se fabriquent les angles morts, comment naissent les silences, comment s'installent les injustices. Cette génération lit la société comme un système, elle en repère les rouages, les absences et les contradictions. Ils ont une capacité rare à regarder le monde tel qu'il est, sans phare, sans illusion. En réalité, ce qui se dégage de ce baromètre, c'est une volonté d'être partie prenante. Les jeunes veulent participer, contribuer, prendre place dans le débat public. Ils veulent être associés aux décisions, reconnus comme des acteurs légitimes de la société. Notre jeunesse n'attend pas qu'on lui dise quoi devenir, elle attend qu'on la laisse devenir. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Jean-Baptiste de Châtillon, directeur général de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Alors, depuis plus d'1 an, vous êtes au contact des jeunes, des familles et des équipes qui chaque jour tentent de reconstruire des territoires fragilisés. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Muriel, merci. Alors, ces rencontres vous ont donné une conviction. La confiance peut changer une vie. On va parler d'une jeunesse qui ne demande qu'une chose, qu'on l'écoute réellement, et de ce que signifie en 2025 de vouloir redonner à cette génération le sentiment d'avoir une place dans ce pays. Votre baromètre, réalisé par OpinionWay pour la Fondation, révèle un chiffre qui devrait réellement nous alerter collectivement. 7 jeunes sur 10 se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Je dois dire qu'en lisant ce chiffre, j'ai été extrêmement surprise. Je ne m'attendais pas à un tel chiffre, quoi. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, de l'état du pays et de notre capacité à laisser une génération se sentir ainsi déclassée et oubliée ? Exactement. En lançant ce sondage, on se doutait que l'on aurait
des résultats qui nous alerteraient, mais pas aussi massifs. Et 7 jeunes sur 10, c'est vraiment un niveau d'alerte maximum. Les jeunes ne votent pas, ils sont peu écoutés, on le sait. Ils sont aussi souvent les oubliés des politiques publiques. Et nous, ce qui nous importe à la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'est les solutions pratiques qu'on peut apporter au jour le jour. Et quand on parle d'écoute, et quand on parle de jeunes qui se sentent citoyens de deuxième classe, bien, on aime bien rappeler que chez Apprentis d'Auteuil, depuis des années, on développe une méthode que l'on appelle le penser et agir ensemble. Et nous associons, nous permettons à ces jeunes non seulement de s'exprimer, non seulement d'agir dans leur vie, mais aussi de porter eux-mêmes des plaidoyers. Nous venons de faire la semaine dernière un événement au Grand Rex, dans cette salle donc de 2500 places. Mythique. Bien sûr, quand on commence ça, on dit est-ce qu'on va arriver à remplir une salle de 2500 places pour la cause des jeunes ? C'était plein à craquer. Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on va arriver en interne à monter un événement comme ça ? Et surtout, est-ce que l'on va pouvoir accompagner des jeunes à venir témoigner sur scène de ce qu'ils vivent et de leur engagement ? Eh bien, c'était une réussite. J'ai dans les yeux là une jeune femme, Esmaï, qui est une jeune fille de Mayotte que nous accompagnons dans nos établissements de Mayotte, qui a été accompagnée et qui aujourd'hui porte un plaidoyer avec force, a pris le micro devant cette salle, s'est exprimée. Et quand on voit cette jeunesse, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a à nous dire, c'est juste magnifique. Le tout, c'est de lui donner l'occasion et aussi d'avoir ce rôle éducatif qui leur permette d'arriver à ce point-là. Parce que Esmaï, quelques années avant, elle n'aurait jamais pu faire ça. Elle pensait qu'elle n'avait aucun pouvoir d'agir pour elle-même ni pour les autres. Et voilà, l'accompagnement des équipes d'Apprentis d'Auteuil permettent ce genre de choses. Il y avait qui dans la salle au Grand Rex ? Il y avait effectivement des jeunes, mais est-ce qu'il y avait des politiques, des institutionnels, des gens qui auraient pu écouter ce plaidoyer et réagir ? Oui, il y avait quelques politiques, quelques ministres, des représentants qui sont toujours intéressés. Et c'est pourquoi c'est important de pouvoir leur faire vivre ces expériences. Alors, est-ce que quand on voit dans l'étude que 83% des jeunes estiment les décideurs déconnectés et 79% se disent être instrumentalisés, est-ce que par exemple, ce que vous avez fait au Grand Rex, ça peut modifier cette perception ? Ou pas d'ailleurs, ou pas ? Je pense parce que bien sûr ils se sont instrumentalisés. Il suffit d'ouvrir la télévision ou d'entendre le discours dominant sur des images un jeune n'est pas violent. Un jeune ne naît pas violent. Non, il le devient. Il le devient quand on ne lui laisse pas, ni quand on ne l'écoute pas, quand on ne lui parle pas, quand on ne lui fait pas confiance. Donc les leviers sont connus et quand on les applique, ça fonctionne. On a dans les établissements, vous avez parlé de 40 000 jeunes tout à l'heure à Apprentis d'Auteuil. En fait, c'est un chiffre qui est un peu impressionnant, mais c'est pas 40 000 jeunes, c'est 40 000 fois un jeune. Chacun de ces jeunes est accompagné avec un projet personnalisé qui lui permet de se développer avec qui il est. C'est ça ce que nous faisons au quotidien dans les équipes d'Apprentis d'Auteuil, et c'est ce qui fonctionne. C'est absolument incroyable ce que cela permet à ces jeunes de devenir, ça change leur vie. Moi, j'étais récemment dans un collège, un de nos collèges du Sud-Ouest, et nous arrivons, comité de direction générale, beaucoup d'adultes dans ce collège, et la journée, je ne le savais pas en rentrant, était animée par 4 enfants du collège, dont d'ailleurs une jeune fille qui s'appelle Nour, qui était un vrai soleil, ça veut dire lumière, Nour, et d'une classe SECPA. Comment un élève d'une classe SECPA, entouré d'une quinzaine d'adultes, va animer la journée? C'était incroyable. Ils avaient préparé, ils avaient choisi leur thème, et ils nous ont fait travailler en petits groupes sur le thème du harcèlement scolaire qu'ils vivent. Moi, je suis ressorti de là, comme les autres adultes qui étaient dans la pièce, en ayant appris quels étaient leurs besoins et quelles étaient les solutions pratiques à mettre en œuvre. Cet exemple paraît tout petit, mais ça commence là. Oui, mais rien n'est petit, si vous voulez. Moi, je pense que la stratégie des petits pas est extrêmement importante. Alors, le baromètre montre quelque chose aussi. On dit que les jeunes ne votent pas. En réalité, ce baromètre dit que 64% des 16-25 ans disent vouloir voter au municipal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pourquoi cet engagement vous semble urgent ?
C'est vraiment une urgence, puisque s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'expression, la violence paraît être un exutoire qui est la seule issue. Et ça commence tôt. J'insiste, parce que la tranche d'âge que vous mentionnez là, eh bien souvent les traumatismes de la vie, la précarité, la grande précarité en France, qui a été un choc pour moi venant de l'entreprise, de la grande entreprise, constater à quel point la précarité générait chez les enfants des traumatismes qu'ils allaient porter toute la vie. Mais commençons tôt. On a une école à Saint-Cyr l'école, qui est une école primaire, et dans laquelle nous accueillons des jeunes qui sont déscolarisés. Aujourd'hui, ça commence très jeune, avec des phobies scolaires, avec des traumatismes, et ils refusent absolument d'aller à l'école. Des faits extrêmement graves se produisent lorsqu'on essaye de les forcer à aller à l'école. Les parents sont désespérés. Il y a vraiment une grande désespérance. L'équipe éducative de cette école, qui s'appelle Frassati, fait absolument des miracles. Leur but est de faire revenir l'enfant dans une école du quartier, qu'il puisse revenir dans le circuit habituel, mais il a besoin d'une attention et d'une mise en responsabilité. Et moi, j'étais là, j'ai pu assister, puisque vous parlez d'engagement politique, et c'est pour ça que je prends cet exemple. Tous les vendredis, il y a un conseil de classe. Ce conseil de classe est animé par les enfants. Et vous voyez un petit bonhomme de 10 ans qui se lève et qui donne la parole à chaque enfant. Chacun va voter sur les comportements, sur la vie de la classe et pouvoir s'exprimer. Mais c'est une merveille. Ces enfants-là s'engageront et pourront s'écouter et prendre des positions politiques dans l'avenir. Alors, ça fait plus d'1 an que vous rencontrez les jeunes, les familles et les équipes. Je vous propose dans quelques instants de revenir sur ce que vous avez entendu au cours de ces rencontres avec ces familles et ces jeunes. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Alors aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Jean-Baptiste de Châtillon, directeur général de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Jean-Baptiste, juste avant cette interruption, je disais que cela fait plus d'1 an que vous rencontrez les jeunes, les familles et les équipes sur le terrain partout en France. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez entendu ? Est-ce que c'est la peur du déclassement, l'isolement, la perte de confiance, la précarité, le manque de perspective ? Vous, à titre personnel, comment vous avez vécu cette étape de votre intégration, on va dire, au sein de la Fondation des Apprentis d'Auteuil? Oui, on sent très vite ce sentiment que de ne pas être écouté crée une perte de confiance en soi et une forme de désespérance. Et le travail des éducateurs qui accompagnent les jeunes de la Fondation, que ce soit en protection de l'enfance, que ce soit dans le scolaire, que ce soit dans l'insertion professionnelle, c'est ce travail de rendre confiance, d'inspirer confiance, de recréer du lien. Notre projet éducatif est assez simple, c'est des personnes qui se rencontrent, qui forment une communauté et qui se mettent en chemin ensemble. Et autour de ce lien, la confiance renaît petit à petit, qui commence par des tout petits pas, souvent. Et lorsque un jeune reprend confiance en lui, il commence à s'aimer lui-même à nouveau. Et à partir de là, il peut devenir un homme ou une femme debout, capable aussi d'aimer les autres, de s'insérer dans sa vie personnelle et de vivre une vie professionnelle, de s'insérer dans notre société et de contribuer à la vie de la communauté. Ce parcours-là, on le voit, et c'est ce qui m'a émerveillé dès le premier jour, c'est partout où je vais dans la Fondation, dans les 430 établissements, eh bien, je trouve la même chose, ce projet qui se déroule, et ces petits miracles. Les jeunes, souvent, dans leur vocabulaire, lorsqu'ils témoignent, disent qu'ils ont été sauvés. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis à la Fondation, j'ai jamais autant pleuré et eu autant d'émotions de voir ces vies transformées par un regard d'amour posé sur eux. Oui, il faut le rappeler, la Fondation des Apprentis d'Auteuil, c'est 40 000 jeunes, 9 000 familles dans plus de 430 établissements, c'est beaucoup. Vous trouvez vos financements où d'ailleurs ? Alors, les financements,
c'est grâce à la générosité du public que nous pouvons apporter ce petit supplément, cette petite chose en plus qui fait basculer les vies. En protection de l'enfance, par exemple, il y a un certain montant qui est donné qui est payé par les départements pour pouvoir simplement qu'on leur donne un logement et à manger. Mais on n'a rien fait quand on a fait ça. On n'a rien fait. Pour aller au bout de ce travail éducatif, c'est ce travail sur la confiance qu'il faut faire. Et c'est grâce à la générosité des donateurs qui nous soutiennent depuis des années que nous pouvons créer à chaque fois ce petit miracle de ces jeunes qui voient leur parcours de vie changer. J'étais toujours au Grand Rex, la Cristal qui intervenait, jeune femme aujourd'hui qui est rentrée chez Apprentis d'Auteuil avec issue d'une famille dysfonctionnelle, placée avec ses deux petits frères dont elle s'occupait. Donc elle voyait sa vie se limiter à ce rôle, en fait, de simplement accompagner ses deux frères. Et bien, elle s'est présentée devant nous au Grand Rex, devant 2500 personnes, pour nous dire qu'elle venait d'avoir son doctorat en chimie. Voilà, donc reprendre confiance et accompagner ces jeunes, c'est une contribution bien sûr pour ces jeunes, mais c'est aussi une contribution pour la société française. C'est ça que nous faisons chaque jour, et c'est un projet 40 000 fois un jeune, 40 000 fois un projet personnalisé pour que chaque jeune ait la chance de pouvoir changer le cours de sa vie. Alors, on parle beaucoup depuis quelque temps, et puis d'ailleurs depuis quelques années. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions sur ce sujet de l'aide sociale à l'enfance. Pour bien comprendre, est-ce que la Fondation des Apprentis d'Auteuil fait partie de cet écosystème-là ? Alors, la protection de l'enfance, qu'on appelle l'ASE en France, qui est gérée par les départements, est aujourd'hui sous une grande pression dans l'actualité. On a vu là il y a quelques jours cet enfant tondu avec des images absolument terribles. Absolument terribles. Oui. Et donc, Apprentis d'Auteuil est un acteur petit, trop petit. Oui. Non pas de la protection de l'enfance qui est du ressort des départements, mais bien dans l'accueil de certains de ces jeunes dans des foyers, ou sinon nos éducateurs peuvent aussi intervenir à domicile. Notre but à la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'est de prévenir le placement. Le placement n'est jamais la première solution, elle doit être la solution de dernier recours. Parce que nous croyons que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Donc l'étape avant de se retrouver placé, et en tout cas c'est une de vos ambitions si je comprends bien, c'est d'intervenir en amont d'un placement pour accompagner ces enfants et leur donner toutes les ressources pour se réinsérer dans une société dans laquelle ils pourraient ne pas se sentir à l'aise et éviter le placement. Absolument. Donc, nous intervenons, par exemple, donc auprès des familles où les enfants se trouvent. Et nos équipes sont extrêmement créatives. C'est un véritable laboratoire social, dans le sens où, face à ces situations de placement, elles remontent en amont. Et elles disent, par exemple, on voit qu'une rupture dans un couple peut conduire une femme avec 1, 2, 3 enfants à se retrouver seule. Et parfois, cette femme ne travaillait pas au moment de la séparation. Eh bien, de quoi est-ce qu'elle a besoin ? Il part du besoin de chacun. Il voit ses enfants, la femme ne travaillant pas, ne va pas pouvoir payer son loyer, va perdre son logement, elle va se retrouver à la rue en hébergement d'urgence, les enfants vont être placés. Eh bien, nous intervenons par exemple dans des crèches avec Auteuil Petite Enfance. Alors, vous allez me dire des crèches, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Des crèches incroyables, des crèches uniques. Elles ouvrent à 5h30 le matin, ferment à 22h, comme celle de Strasbourg. Et ça permet, et il y a un chargé d'insertion professionnelle. Donc on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour ce jeune ? Mais il faut que sa maman travaille. On fait de l'insertion, c'est un de nos métiers. Nous accompagnons la maman ou le papa, le cas échéant, à trouver un travail. Nous gardons l'enfant. Sans ça, elle ne peut pas aller travailler. Et un éducateur va les aider dans leur rôle éducatif. Que la télé ne soit pas allumée le soir au moment du coucher. Ou l'usage pour les plus âgés, les enfants plus âgés, d'un téléphone. Et il y a aussi un animateur qui s'assure que ces différentes familles se mettent ensemble pour créer elles-mêmes un écosystème au sein d'un quartier prioritaire de la ville, par exemple, comme dans cette cité à Strasbourg. Et c'est extraordinaire, c'est un soleil. Ces enfants ne seront jamais placés. La chance qu'ils soient placés est infime. Bravo, voilà, donc on intervient et c'est de l'innovation sociale. Et tout ça, nous pouvons le faire, non pas avec simplement le budget de la CAF, mais bien parce que vous qui nous écoutez, vous participez
à nous soutenir financièrement pour pouvoir sauver ces jeunes. Et alors, ce sont les familles qui viennent vous voir ou ce sont les assistances sociales qui signalent des cas? Les deux existent? C'est multiple. C'est multiple. Ça peut être, c'est l'ASE souvent qui peut venir nous voir. Ça peut être l'éducation nationale qui nous demande de prendre un grand décrocheur parce qu'ils savent que dans nos écoles, nous avons cette capacité éducative de faire revenir un enfant qui ne peut plus aller à l'école, de revenir se scolariser. Donc il y a vraiment des prescripteurs multiples, mais aussi les familles qui entendent parler de notre projet éducatif. Alors vous venez d'un univers très différent, hein. Vous avez travaillé dans de l'industrie, avec de grosses responsabilités financières. Vous parlez du métissage des cultures associatives et d'entreprises comme d'un atout pour innover. Je vais vous dire que moi je partage totalement ce sentiment. Je pense que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans ces grands sujets sociétaux. J'ai envie de vous demander en quoi cette trajectoire, industrie, stratégie, mais aussi votre engagement très, très concret auprès de jeunes migrants ou de familles fragiles, change-t-elle votre manière de diriger cette fondation aujourd'hui? Alors c'est un passage effectivement qui est assez frappant, un changement de vie. Et la première chose que je peux dire, c'est que c'est surtout la fondation et le témoignage des jeunes qui me transforme moi, qui me fait prendre conscience de réalités que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas. Pourquoi vous avez choisi de rejoindre la fondation? Alors on m'a appelé et sans doute parce qu'effectivement j'avais des engagements personnels auprès des jeunes et que cette cause me tenait profondément à cœur. J'ai pu faire l'expérience aussi qu'un regard d'amour posé sur moi-même pouvait me rendre confiance et me transformer quand j'étais adolescent. Et j'ai été très marqué par cette expérience et je le vois aujourd'hui avec un impact important sur beaucoup de jeunes menés par les équipes d'apprentis d'Auteuil. Donc oui, je suis heureux d'être là et je peux dire ma petite contribution venant de l'entreprise. Vous avez raison, il y a besoin de ce métissage. Je dis petite parce que je suis pas le seul. Plusieurs mécènes de compétences envoyés par leur entreprise viennent nous aider à la Fondation Apprentis d'Auteuil. C'est très apprécié parce que nous avons besoin aussi de connaître les dernières techniques qui ne sont pas proprement éducatives, bien sûr, mais sur le champ de comment s'organiser, comment être efficace, comment s'assurer que les dons que nous recevons du public sont utilisés au mieux. Je peux vous dire, mes prédécesseurs savaient faire ça et je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent me faire confiance aussi parce que nous sommes très attentifs à une grande qualité aussi de gestion de cette fondation. Alors on arrive à la fin de cet entretien et j'ai juste envie de vous demander quelles sont vos priorités à un moment où les signaux d'alerte sont partout, la chute de confiance, précarité, crise de sens. Donc quels sont, en quelques mots, parce que le temps, ça y est, nous est compté, quelles sont vos grandes priorités? Nous avons 80 000 décrocheurs en France. Il y a 160 000 enfants qui sont victimes d'abus sexuels, 12% sans insertion professionnelle parmi les jeunes. Ma priorité, c'est de crier que des solutions pratiques existent. Et à un moment où il y a peu d'argent, nous ne demandons pas qu'il y en ait plus, il ne va pas y avoir d'argent magique. Mais nous demandons que le peu d'argent qu'il y a soit affecté aux acteurs qui peuvent apporter des solutions concrètes sur le terrain. Eh bien, ça, c'est une conclusion formelle, on va dire, et incitative. Merci Jean-Baptiste de Châtillon d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre engagement auprès des jeunes et pour ce que vous faites au quotidien pour redonner cette confiance indispensable à ceux qui en manquent le plus. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse avec John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP.